À chaque fois que je lis le mot perspicace, ça me fait penser au frérot, à Geoffrey. Il sort ce mot tout le temps, dans toute situation. T'es perspicace, c'est perspicace. Et c'est le sujet de ce podcast. On va ensemble lire et traiter quelques questions perspicaces. Bah, c'est comme ça que c'est traduit depuis Reddit. Hein. Je sais lire l'anglais, mais j'ai préféré le traduire en français depuis Google, tout simplement parce que c'est plus rapide pour moi de le faire en podcast, surtout que là je suis en podcast, donc je suis pas en vidéo. Donc on y va pour les questions perspicaces. C'est des gens qui ont posé des questions sur Reddit et ça laisse à la réflexion. En plus, je viens de faire des questions existentielles, donc c'est pas mal. Pourquoi y a-t-il tant de prophéties apocalyptiques ? Y a-t-il tant d'individus et de religions qui prétendent pouvoir prophétiser des dates apocalyptiques et apocalyptiques ? Bon, c'est pareil en fait. Ça semble être une idée commune à de nombreux personnages historiques, religions, cultures et cultes et plus encore. Bah, je pense que l'être humain, en fait, bizarrement, il aime tout ce qui est apocalyptique. Comme les gens aiment bien regarder le malheur des autres, aiment bien se nourrir du malheur des autres, l'apocalypse, voilà, tout ce qu'on entend comme 2012, la fin du monde, etc., c'est quelque chose qui peut passionner, qui peut intriguer. Et les gens, du coup, sont très, très friands de ce genre de choses, voilà, tout simplement. Je pense que ça fait partie du folklore. Et après, je dis pas que ça peut pas arriver. Hein. Des fois, je me pose la question. Tu regardes certains films comme Don't Look Up et tout ça, ou 2012, et tu dis en fait qui on est pour savoir si dans 10 ans on sera toujours là. Est-ce qu'on va pas se prendre un astéroïde sur la gueule ? Est-ce qu'il va pas y avoir une guerre nucléaire, surtout avec le conflit Russie-Ukraine actuellement ? Faut pas trop que j'en parle, parce que YouTube aime pas qu'on en parle. Ils ont bien averti qu'ils pouvaient démonétiser les chaînes qui en parlaient. Mais voilà, c'est vrai que je suis pas d'avis de me dire oui, c'est bon, on est éternel, enfin la Terre est éternelle. Non, je pense qu'il peut y arriver une catastrophe comme c'est déjà arrivé, et que notre technologie, beaucoup disent oui, voilà, tu sais, tu regardes le film Armageddon, des missiles nucléaires sur un satellite, etc. Je sais que on le sait que voilà, nos élites de l'espace y travaillent, il y a des solutions au cas où que ça arrive, mais je suis pas sûr que ça soit très pertinent. Nous avons ensuite, la publicité crée-t-elle des besoins artificiels ? Mais parfaitement, c'est le but de la publicité. Le but de la publicité, généralement, c'est de vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin. C'est de créer chez vous, en fait, chez le spectateur, la victime de la publicité, de créer chez le spectateur, en fait, l'envie d'acheter quelque chose alors qu'il ne l'avait pas avant. Tu regardes des produits, tu dis « Oh putain, en fait, c'est génial, ça changerait ma vie », alors qu'en fait, t'arrivais très bien à faire sans. Mais c'est le but, en fait, de la pub. Le but de la pub, c'est pas que de promouvoir des produits, c'est de pouvoir créer chez la cible, en gros, si vous voulez, c'est comme ça qu'on dit en marketing, la cible, de créer chez la cible l'envie, en fait, de passer à l'action et d'acheter, tout simplement. Voilà. Donc, je trouve ça logique, en fait. Préféreriez-vous être tristement célèbre ou oublié à tout jamais ? Perso, je préfère être oublié à tout jamais, ça ne m'intéresse pas d'être tristement célèbre. Et la célébrité, pour le peu que j'en ai, parce que voilà, ça m'arrive des fois dans la rue, au vide-grenier ou autre, de croiser des gens qui me connaissent. Alors, ça me dérange pas et tout ça, mais je n'imagine même pas la vie des stars de cinéma, etc. Comment ça doit être très compliqué. Après, oui, ils ont choisi ce métier. Ils ont fait le choix de ça, donc au bout d'un moment, ils sont conscients que de devenir célèbre, ça leur enlève certaines libertés ou certains plaisirs de pouvoir aller au resto sans qu'on vous emmerde ou quoi que ce soit. Mais d'un autre côté, ouais, ça doit être chiant quand même, quoi. Je pense que ça doit être chiant de toute façon. Dans quelles circonstances ces interdictions fonctionnent-elles ? Alors ça, j'ai déjà répondu dans les questions existentielles. Je suis pas sûr que l'interdiction du tout fonctionne. Je suis pas sûr que l'autorisation du tout fonctionne aussi. Et je n'ai pas la solution, je suis pas politique, je suis pas spécialiste des relations sociales, etc. Mais je pense qu'il faut des règles, il faut de toute façon des règles pour éviter que ça parte en cacophonie. Mais d'un autre côté, trop de règles, je suis pas sûr que ça soit très 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 positif. Ensuite, comment pourriez-vous convaincre les gens que vous venez du futur ? Si vous êtes né aux États-Unis ou un autre pays à un moment futur, dans 100 ans, et que vous êtes revenu d'une manière ou d'une autre aux États-Unis dans le passé ou un autre pays, à une époque où rien de particulièrement remarquable n'était sur le point de se produire de sitôt, donc vous n'avez rien à prédire en fait, voilà. Mais vous avez besoin de prouver que vous venez du futur pour compenser une catastrophe. Comment pourriez-vous faire pour convaincre les gens ? Il y a beaucoup sur TikTok des comptes rigolos là-dessus où les gens disent je viens du futur, machin, etc. Donc là, si par exemple là on est en 2022, qu'il n'y a pas de il n'y a pas de fait notable
Donc ça veut dire que j'arrive dans une époque où, historiquement, je peux pas dire il va se passer ça, il va se passer ça. Comment je pourrais convaincre que je viens du futur ? Bah, je pense avec les connaissances, avec la science, avec les connaissances que j'ai pu acquérir à mon époque. Genre, imagine, je reviens 100 ans en arrière, en 1920, bah, je pourrais peut-être apporter des connaissances, je pourrais peut-être apporter certaines choses, certaines compréhensions et tout ça. Et je pense qu'en fait, c'est comme dans Outlander, Claire Fraser qui revient 200 ans avant. Il faut juste que les gens aient confiance en toi, tout simplement. Donc ne pas en parler à tout le monde, je pense que ce serait pas une solution du tout de le chanter à tout le monde. Je pense qu'il faut rester très très discret et rester dans ton cercle très privé. Si tu as un cercle très privé, bien évidemment. Je suis désolé, hein, j'ai la gorge un peu enrouée. Faut rester dans ton cercle très privé et dire voilà, je viens du futur, je sais des choses, tu me crois ou tu me crois pas, ça change rien. Et puis voilà, je pense qu'il faut s'en foutre un peu de ce que les gens pensent aussi, hein, de toute façon. Donc ouais, c'est pas mal. Quelle est la raison pratique de la célébrité et du fandom idolâtrie ? Y a-t-il un certain avantage au phénomène des personnes obsédées ou préoccupées par la vie et les histoires de personnages réels ? Est-ce uniquement une construction sociale ou y a-t-il une sorte d'instinct humain qui joue là-dedans et se traduit par le désir de la plupart des gens de soutenir les autres et de les observer ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut être fan de quelqu'un ou de quelque chose ? Moi, je me considère pas fan de quelqu'un. J'ai des youtubeurs, des acteurs que j'apprécie beaucoup parce que j'aime bien leur jeu d'acteur. Voilà, comme j'ai déjà dit, hein, j'ai déjà vu Nicolas Cage. Alors, on croit ou on croit pas, encore une fois, je m'en bats les couilles. Mais j'ai déjà vu au l'hypermarché Target à Los Angeles. J'ai vu Nicolas Cage à la caisse. Et le mec, personne l'emmerdait et tout ça. Et j'étais surpris, hein, parce que c'est un acteur que j'apprécie énormément, mais je suis pas allé vers lui, tu vois, en mode fan. Pareil, demain je croise un youtubeur ou quelque chose, je vais pas être là en mode, tu vois, je suis pas fan de certaines personnes. Autant Laura, tu vois, elle est fan de Renault, elle l'a rencontré une fois, elle savait même plus parler, elle bégayait et tout, elle m'a dit. Mais moi, je suis pas trop comme ça. J'ai pas, en fait, ce truc-là en moi qui fait que je peux être idolâtrer quelqu'un. Alors oui, j'apprécie des gens, j'apprécie des créateurs de contenu, j'apprécie des acteurs, mais pas au point de me dire oh putain il est dans ma ville, faut absolument que j'aille le voir, machin ou quoi que ce soit, tu vois. Non, c'est pas trop mon délire, mais je peux comprendre qu'il y a des gens qui soient fans, vraiment fan, c'est normal, je pense que c'est humain, mais faut pas non plus après tomber dans l'extrême, hein, bien évidemment. C'est ce que je dis tout le temps de toute façon. J'apprécie forcément que des gens soient fans de moi. Regarde mes vidéos tous les jours, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre sur un piédestal et m'idolâtrer ou quoi que ce soit. Voilà. Quel pourcentage de personnes de votre âge ressentez-vous un désir physique envers quelqu'un et quels traits vous font physiquement désirer quelqu'un ? Attends. Alors, quel est l'âge à peu près des femmes peut-être, je pense, désirent ? En gros, quel est l'âge idéal pour moi de rencontrer quelqu'un ? Bah, c'est mon âge, même un peu plus vieux. C'est vrai qu'avant que je rencontre Laura, j'étais sur une application de rencontre comme tout le monde, hein, de toute façon. C'est là-dessus qu'on s'est rencontré avec Laura. Et pour moi, tout ce qui était en dessous de mon âge, c'était niette. Voilà, j'avais 32 ans. Et tout ce qui était en dessous, bon, Laura, elle a un an de moins que moi, mais ça va. Mais genre en dessous de 30 ans, non. Par contre, au-dessus, ça me dérangeait pas. Voilà. 30 jusqu'à 40, ça me dérangeait pas parce que je recherchais de la stabilité, je recherchais quelqu'un d'indépendant aussi, c'était important. Donc pour un pervers narcissique, c'est assez cocasse quand même. Mais je recherchais quelqu'un d'indépendant, de stable, de mature, de posé, et qui aime apprécier la vie en fait, voilà. Voilà, donc je suis plus dans cet âge-là. Après, quels traits me font physiquement désirer quelqu'un ? Il y a pas forcément de traits. Moi, j'ai pas de préférence blonde, brune, machin, ça je m'en fous un peu. Après, c'est beaucoup dans le feeling, hein, de toute façon, c'est plus dans le feeling qu'autre chose, mais oui, il y a des traits, genre le regard, la bouche aussi, le regard, la bouche, et puis c'est surtout dans le visage, c'est pas, elle a un gros cul, elle a des gros nichons, non, ça, non, c'est le regard, en fait, surtout l'expression. Et c'est vrai que Laura, j'ai eu énormément de mal à la capter au début, même si j'ai eu le coup de foudre, mais j'avais énormément de mal à lire en elle, en fait. Et parce qu'il y a des gens comme ça où t'arrives facilement à interpréter leurs émotions. Ça se lit, c'est comme on dit, on lit sur le visage. Et Laura, c'était pas du tout ça, en fait. Elle avait des propos qui étaient contraires à son comportement dans la vie réelle, si tu veux. On s'écrivait beaucoup sur WhatsApp. Et sur WhatsApp, elle tenait des propos qui étaient engageants, qui étaient encourageants et tout ça. Et quand je la voyais, en fait, j'avais quelqu'un en face de moi qui était très fermé. Et du coup, j'ai dû apprendre. Elle l'est toujours aujourd'hui. Laura, c'est quelqu'un qui n'est pas
ultra expressive, qui n'est pas très bavard non plus vis-à-vis des émotions et tout ça. C'est pas quelqu'un, voilà, ça lui arrive des fois, mais c'est pas quelqu'un qui va parler pendant 1 heure de ce qu'elle ressent ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui est très fermé là-dessus. Et du coup, faut apprendre à s'adapter à ça. Il faut apprendre à apprendre l'autre, tout simplement. Donc c'est vrai qu'au début, c'était un peu compliqué. Et je savais pas trop sur quel pied danser, en fait. Je ne savais pas. Qu'est-ce qui rend l'amélioration de soi si difficile ? Si nous demandons à une personne au hasard dans la rue, la plupart voudraient réparer leur vie. Un corps plus sain, un esprit paisible, un flux de richesse, et ainsi de suite. Malgré nos intentions, il est difficile de se mettre en forme. Oui, il est très difficile. Ça nécessite une très 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 grosse volonté. Et c'est très difficile de se défaire en fait des mauvaises habitudes. C'est surtout ça en fait. C'est très facile de prendre des mauvaises habitudes. Alors ça, il n'y a pas de problème. Mais se défaire des mauvaises habitudes, c'est très très compliqué. Ensuite, est-ce que ceux qui ont un talentueux extrême dans leur domaine particulier ne choisiront pas de devenir enseignants ? C'est-à-dire, la première chose que je veux dire, c'est que ce que je veux pas dire de haine envers les enseignants, j'ai respect absolu pour les enseignants, ceux qui méritent le plan éthique, mais pensez-vous que c'est vrai autour de vous ? Ça a-t-il quelque chose à voir avec la réalisation de leur ambition personnelle uniquement ? Je comprends pas trop la question. Peut-être qu'elle est mal traduite, voire en anglais. Extrêmement talentueux dans leur domaine. Je vais plutôt parler des gens qui sont extrêmement talentueux. J'ai connu des gens qui étaient extrêmement talentueux dans leur domaine, que ce soit la musique, que ce soit l'informatique, c'était vraiment des autodidactes hors pair, des génies. Pour moi, j'appelle ça des génies, en fait, des virtuoses quand c'est la musique et des génies. J'ai connu quelqu'un qui était virtuose en musique, il pouvait faire tous les instruments qu'il voulait, il avait l'oreille absolue et tout, c'était incroyable. Et d'autres personnes qui étaient des génies en informatique, qui comprenaient tellement vite les choses, etc. Ou même des gens qui sont des génies aussi à l'école, qui comprennent très vite les mécanismes, les logiques, etc. Parce que bon, apprendre, c'est facile. Hein. Enfin, c'est facile. Avoir des bonnes notes parce que t'apprends bien tel son, ça c'est accessible quand même à beaucoup. C'est ce que j'ai dit à Libby l'autre jour. Voilà, elle est pas très, elle a beaucoup de mal en matière scientifique. Mais par contre, je lui ai dit que tu me ramènes un 10 sur 20 en maths parce que c'est difficile pour toi, je le comprends parfaitement. J'ai par contre que tu me ramènes un 10 sur 20 en histoire, ça j'accepte pas. Parce que l'histoire c'est apprendre. Et apprendre, tu es capable d'apprendre. Et tu y arrives très bien d'ailleurs. Elle a une facilité d'apprendre les leçons. Parce que voilà, elle a ramené une pas super note en histoire la dernière fois et je l'ai engueulé. J'ai dit non, ça c'est pas acceptable, Libby. J'ai dit c'est pas acceptable d'avoir 10 sur 20 en histoire ou 7 sur 20 en histoire, je sais plus c'était combien. C'était pas non plus catastrophique, mais j'ai dit c'est pas acceptable, c'est des leçons à apprendre. Et du coup, la leçon suivante, elle l'a tellement apprise qu'elle a eu 17 sur 20. Donc voilà, j'ai dit attention. Ensuite, la musique peut-elle être une forme de langage ? Oui, je pense que oui, la musique c'est un vecteur d'émotion. Et un vecteur aussi, ça arrive souvent, tu sais, que ton conjoint ou que ton ami t'envoie une musique pour exprimer ce qu'il ressent en fait. Donc oui, c'est une forme de langage, je pense que oui. Est-ce dans la nature humaine de se concentrer sur le négatif plutôt que sur le positif ? Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler sur soi. Il faut pas tout le temps voir le négatif. Alors des fois, c'est pas facile, des fois, tu te laisses aller. Mais je pense qu'il faut quand même positiver. Alors il y en a qui diront oui, mais au moins en étant négatif, t'es pas déçu. Ouais, c'est sûr. Mais en étant négatif, à idées négatives, à pensées négatives, apporte des actions négatives pour moi. Donc c'est tout un mood. Ça c'est un peu de PNL, mais il faut réussir à se convaincre du positif pour peut-être s'attirer du positif. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Je lis en même temps. Hein. Non, c'est pas ça. Ça c'est une pub. Si vous rédigiez aujourd'hui une loi sur les droits civiques, classeriez-vous l'orientation religieuse comme une classe protégée ? Est-ce que pour moi, l'orientation religieuse est le truc le plus important dans les droits, etc. Moi, je suis pas croyant. Je trouve que la religion en général, donc je parle pas d'une religion, la religion en général apporte énormément de conflits et de mal sur notre terre. Je trouve ça triste. Alors, est-ce qu'il faudrait une religion générale ? C'est-à-dire que, voilà, c'est une religion du monde entier, comme on a pu voir dans certaines séries dystopiques. Je sais pas, mais dans tous les cas, j'ai pas un super regard envers la religion. Parce que pour moi, voilà, c'est souvent la source de conflit. Je suis pas sûr que ce soit super positif, quoi. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui ont besoin de croire en quelque chose. Ils ont peut-être raison, d'ailleurs, encore une fois. Hein. Mais... c'est compliqué. Où pensez-vous que le monde sera dans le futur ? Oh là 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 là. 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas du tout. C'est très compliqué, mais en tout cas, je ne suis pas... Là, par contre, je ne suis pas du tout positif pour l'avenir. Ah non.
Je pense que les années à venir vont être très compliquées. Ensuite, quelle est votre façon personnelle de vaincre la procrastination qui semble folle et infaillible pour les autres? Alors la procrastination, c'est le talent de reporter à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Je souffre de certaines procrastinations sur certaines tâches que je n'aime pas faire. Donc les trucs que j'aime pas, bah forcément je les décale, etc. Et une fois de temps en temps, je me donne un gros coup de fouet et j'y vais. Je prends les choses à bras le corps et j'y vais. Et puis voilà, donc c'est compliqué, je peux pas donner de conseils vis-à-vis de ça de toute façon. Bref, nous avons fini pour ce podcast, je vais pas continuer, on a déjà pas mal de contenu là et je vais pas envie de faire un podcast d'une heure là-dessus sur ce sujet, mais en tout cas moi ça m'a vachement intéressé d'en parler avec vous. J'espère que ça a été le cas aussi, n'hésitez pas à réagir en commentaire encore une fois à ce genre de contenu si vous écoutez ce podcast sur YouTube. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.